canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Mon invité, vous le connaissez, vous l'avez vu hier parler avec Gian Bracco du livre autour d'une journée particulière, le film d'Ettore Scola, puis aussi des adaptations théâtrales qui ont existé. Et aujourd'hui, il revient, Arnaud Duprat, pour nous parler d'un livre qui est édité chez les éditions Leitmotiv. D'ailleurs, je tiens à saluer les éditions Leitmotiv pour l'aide apportée à la conception de cette émission, mais aussi pour les soutenir pour cette période très délicate économiquement parlant. Donc, vous avez tout mon soutien. Voilà. En tout cas, je suis vraiment tout cœur avec vous. Et le livre, c'est Emmanuelle Béard, un livre sur Emmanuelle Béard, je le montre, une actrice française. On va parler de ça. Il y a une préface de Fabrice Duels et le livre est disponible dans le descriptif de la vidéo. Vous avez toutes les informations concernant la possibilité de vous le procurer. Comment allez-vous, Arnaud Duprat ? Mais ça va très bien. Bon. Pourquoi écrire un livre sur Emmanuelle Béard ? Pourquoi aujourd'hui écrire un livre sur Emmanuelle Béard ? Pour plusieurs choses. Bon, déjà, c'est une actrice qui, jusqu'à présent, il n'y avait qu'un livre écrit sur elle de Fabien Gaffez. Et je m'intéresse aux acteurs, aux actrices, aux études actorales. J'ai travaillé sur d'autres actrices avant. Et c'est vrai que Emmanuelle Béard est une actrice qui a une belle filmographie. Quand vous repensez au cinéma français des années 80 et 90, c'est difficile de ne pas évoquer au moins un film avec Emmanuelle Béard, c'est-à-dire La Belle Noiseuse, J'embrasse pas, Un cœur en hiver, L'Enfer. Voilà, ce sont des films que moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup appréciés. Et ça a été l'occasion vraiment de me replonger dans ce parcours d'actrice et dans cette filmographie-là. Est-ce que vous commencez le livre en parlant de suite de Manon des Sources et je voudrais savoir, est-ce que ce film est-ce qu'il y a un impact fondateur dans la carrière d'Emmanuelle Béard? Et comme vous le dites très bien, est-ce que c'est un peu la matrice de sa persona, ce que vous utilisez comme terme dans le livre? Ben déjà, impact, oui, parce que c'est un film qui a fait quand même plus de 6 millions d'entrées et qui est en plus s'est installé dans le temps de manière durable. Donc effectivement, c'est un film incontournable dans son parcours. Au niveau de sa persona aussi, mais ce que je trouve intéressant, c'est que sa persona se construit dans les années 80 à travers ce film et aussi à travers le film de Yannick Bellon, Les Enfants du désordre. Et je me souviens d'ailleurs à l'époque, quand Les Enfants du désordre étaient sortis, il y avait certains journalistes, une certaine presse qui avaient dit que Emmanuelle Béard cassait son image avec ce film. Et finalement, quand on revoit les deux films aujourd'hui, au-delà du fait qu'il y a un film très populaire, très connu, et un autre qui a été fait avec un budget plus limité d'une cinéaste qui est peut-être moins installée dans l'industrie que Claude Berry, c'est-à-dire Yannick Bellon. Je pense qu'au-delà de ces différences-là, il y a vraiment un lien très fort entre les deux films au niveau de la construction de la persona d'Emmanuelle Béard à travers ces deux personnages-là. Jouer pour elle, ça a toujours été une évidence? Le métier d'actrice. Je pense qu'il faudrait lui poser la question. Dans plusieurs interviews, non, elle dit qu'au début, elle s'est vraiment lancée dans cette profession de manière superficielle parce qu'elle voulait faire la couverture des journaux, etc. Et que finalement, elle a été d'une certaine façon rattrapée par l'amour du métier. C'est ce qu'elle dit à plusieurs reprises dans de nombreuses interviews. Après, ça, c'est une chose que peuvent dire de nombreux acteurs et actrices. Après, moi, je me dis qu'il n'y a pas forcément de hasard, c'est-à-dire que quand vous avez un acteur, une actrice qui
qui travaille avec autant de cinéastes prestigieux, qui s'installe dans le temps, qui fait une carrière sur plusieurs décennies, je me dis que peut-être il y avait quelque chose d'écrit, ou en tous les cas quelque chose d'assez fondamental pour justifier le fait que la personne aille vers cette profession-là. Entre son personnage dans Manon des Sources, pardon, excusez-moi, c'est un lapsus pour le coup, qui est une espèce d'héroïne un peu solaire, et le personnage dans Les Enfants du désordre d'Yannick Bellon, une figure beaucoup plus sombre, est-ce que on peut dire que ça va être représentatif un peu des personnages qu'elle va jouer dans toute sa carrière? Ça annonce cela. Oui, après, moi je suis pas sûr que Manon soit si solaire que ça. Enfin, c'est un personnage assez tourmenté quand même. Quand elle était enfant, elle a appris que son père, en gros, avait été indirectement assassiné par deux personnes qui l'identifiaient comme des amis. Elle décide de se venger de tout le village. Enfin, c'est un personnage qui a quand même un poids dramatique en elle, assez, assez fort, et une violence et un désir de vengeance, même si elle ne va pas jusqu'au bout de cette vengeance-là. Mais il y a une part sombre dans le personnage de Manon, au-delà de la blondeur, du soleil de la Provence, etc. Il y a une violence qui est liée à l'enfance qu'on a déjà, enfin qu'on a ensuite, qu'on retrouve ensuite dans Les Enfants du désordre. Et le rapport aussi à son image, à son corps, c'est une espèce de représentation un peu précoce de tout cela. Comment on pourrait l'analyser dans ce cinéma français de cette période-là, avant qu'elle rencontre, comme vous dites, trois cinéastes importants, piliers de sa carrière, mais ça, on va en parler après. Dans le rapport au corps, qu'est-ce que, Parce qu'il y a une forme de représentation précoce de ce corps, mais aussi de cette image que l'on retrouve dans le film de Claude Berry, mais aussi dans le film de Bellon. Je crois qu'à un moment, vous évoquez aussi Premier Désir, je crois. Comment ce cinéma français capte ce corps dans les premiers films d'Emmanuel Béard? Les années 80 étaient quand même une époque assez pas facile, je dirais, pour les jeunes actrices. C'était un cinéma où les jeunes actrices étaient très facilement dénudées, très facilement exploitées comme objet de désir, avec très souvent des scènes de nudité qui n'étaient pas justifiées de manière dramaturgique. Et ce qui est, bon, Emmanuel Béard n'a pas échappé à ce phénomène-là, mais c'est ce qui m'a interpellé quand j'ai revu tous ces premiers films des années 80, c'est à quel point c'est une nudité qui n'est pas forcément c'est une nudité qui en fait relève un petit peu de l'outrage. C'est-à-dire que bon, on peut penser notamment à, puisque vous parlez de Manon des Sources, la scène où elle est nue concrètement, elle n'est pas seule, mais elle est observée par Hugolin, qui la regarde avec un regard qui n'est pas très sain. Dans Les Enfants du désordre, pareil, bah, c'est une jeune femme qui est prostituée, qui est violée, enfin qui est vraiment victime de ce regard-là. Et il y a un petit peu cet effet de miroir entre ce que pouvaient vivre les actrices à cette époque-là, en tous les cas les jeunes actrices, et ce regard qui n'était pas très sain posé sur elles. Est-ce qu'elle en parle aujourd'hui de cela, ou c'est quelque chose qu'elle évite? Est-ce qu'elle renie un peu, pardonnez-moi cette question un peu anti-cinématographique, mais qui en même temps épouse un peu ce qui se passe dans le cinéma français depuis, bon, le cinéma mondial aussi. Est-ce que ce sont des films qu'elle renie plus ou moins? Est-ce qu'il y a de cela? Je ne pense pas qu'elle renie.
mais en tous les cas, dans les interviews qu'elle a données. Je repense notamment à une interview que vous pouvez trouver dans les bonus de l'édition DVD de Histoire de Marie et Julien de Jacques Rivette, où elle évoque justement les scènes érotiques et dénudées du film, et où elle dit que jusqu'à ce moment-là, elle avait déjà tourné auparavant des scènes de ce type, qui pouvaient être belles, mais qui n'étaient pas forcément nécessaires au film. Donc voilà, et Histoire de Marie et Julien, c'est un film qui est sorti en 2003, c'est-à-dire qu'elle a quand même 20 ans de carrière derrière elle. Donc je pense qu'elle avait ce constat quand même assez lucide sur ce qu'on lui avait demandé au cinéma au début de sa carrière. Vous identifiez trois cinéastes comme piliers de sa carrière, Jacques Rivette, André Téchiné et Claude Sautet. Qu'est-ce qui distingue leurs regards respectifs sur l'actrice? C'est une question très vaste. Alors, je les distingue parce qu'elle-même les distingue. C'est-à-dire que quand je les appelle les trois piliers, en fait, les trois piliers, c'est une expression qu'elle a eue dans une interview. Je pense que c'est vraiment trois cinéastes qui ont offert d'elle qui ont posé sur elle un regard qui pouvait véritablement prendre en compte l'actrice qu'elle pouvait être, en fait. Très souvent, je pense que les cinéastes, quand ils font appel à un acteur ou une actrice, ils ont déjà une idée préconçue de l'acteur ou de l'actrice, et ils vont toujours un petit peu essayer de faire coller la personne à cette image qu'ils ont, eux, d'elle. Et je pense que là, alors que ce sont trois cinéastes assez différents, hein, enfin le cinéma de Jacques Rivette a peu de choses à voir avec le cinéma de Claude Sautet, et idem avec Téchiné. Mais je pense que ce sont vraiment des piliers dans le sens où ils ont vraiment essayé de capter quelque chose qui était peut-être essentiel de l'actrice, et pas forcément de vouloir plaquer l'image qu'ils pouvaient avoir d'elle au moment de la filmer. Mais est-ce que ces trois rôles dans ces trois films, est-ce que ce sont des archétypes féminins? Peut-être forcément à un niveau superficiel, peut-être, mais après, ce qui se passe, c'est que elle apporte quelque chose au personnage. Et encore une fois, les cinéastes lui permettent d'apporter quelque chose de très personnel au personnage, qui font qu'on dépasse l'archétype. Ce qui est très beau, et là notamment, je pense par exemple, si on regarde La Belle Noiseuse, on voit que dans La Belle Noiseuse, on peut facilement deviner qu'il y a eu de l'improvisation, ce qui était souvent le cas chez Rivette, et que dans cette improvisation-là, elle a apporté des choses qui pouvaient être personnelles. Je pense notamment au passé du personnage, quand elle raconte, quand elle était en pension, etc. Enfin, toutes ces scènes-là, on peut facilement les identifier comme personnelles. Et quand on regarde notamment Un cœur en hiver, mais aussi Nelly et Monsieur Arnaud, enfin, ce qui est très beau dans les films de Claude Sautet, c'est que quand on revoit ces films, et notamment avec le regard d'aujourd'hui, c'est-à-dire le regard des années 2020, où on est très sensible à ce qui peut relever de la misogynie, etc. C'est des films que moi, personnellement, j'ai beau les voir et les revoir, je ne vois pas une seule trace de misogynie dans les personnages féminins. Et ça, c'est assez précieux. C'est assez rare aussi. Jacques Rivette disait dans cet épisode Cinéaste de notre temps, je crois, avec Serge Danet, je ne sais plus quand est-ce que ça a été fait, mais à un moment, il parle de vouloir faire un film un jour dans lequel il y aurait le modèle et le peintre dans le même plan.
Mmh. Bon, c'est la belle noiseuse en quelque sorte et c'est intéressant cette situation-là parce que, je me demande si pour le coup, le film, parce que dans le film La belle noiseuse, Emmanuelle Béart donc joue le rôle du modèle et je crois qu'elle est omniprésente dans le film. On ne enfin, sa nudité est omniprésente dans le film et ça et c'est là où je me pose la question, hem c'est-à-dire, sa définition même d'incarner un personnage, est-ce que c'est dans ce genre de film-là, comme celui aussi de Sauté, qui est différent pour le coup, même s'il y a toujours une violence, contenue, très forte et qui explose à un moment et qui peut aller très, très loin. Est-ce que on pourrait, expliquer cette, incarnation, douce et violente dans les personnages qu'elle joue? Que cela soit Marianne dans La Belle Noiseuse ou Ingrid dans J'embrasse pas ou, Camille dans le film de Claude Sauté? Mmh. Ce que vous me dites, ça me fait penser justement à ce qu'elle avait dit dans une interview à propos de Jacques Rivette. Elle disait que dans le cinéma de Jacques Rivette, elle était la chair. Mmh. C'est-à-dire que par rapport aux autres actrices qui avaient travaillé avec, Jacques Rivette, il y avait, une sensualité, une carnalité, dans ce que Rivette lui avait permis d'incarner dans son cinéma. Effectivement, il y a de ça et Jacques Rivette, notamment, je repense à une interview de Jacques Rivette où il dit que, pour lui, on devrait faire disparaître euh, si vous voulez, le carton final à la fin d'un générique où on dit un film 2 et en donnant le nom du cinéaste parce que pour lui, le cinéma était vraiment un art du collectif et pour lui, bah, notamment les autres intervenants, et notamment les acteurs étaient une partie prenante importante dans la création du film. Et La Belle Noiseuse, si on revoit La Belle Noiseuse en envisageant le film comme, on va dire, une métaphore de création cinématographique, ou en tous les cas avec une dimension méta-cinématographique, ce qui se passe entre ce peintre et son modèle, ça peut être très bien aussi ce qui peut se passer entre un cinéaste et une actrice. C'est-à-dire qu'au début, il essaye de la dessiner, il essaye de la peindre et il a du mal parce qu'il a encore cette idée, enfin cette image qui vient de son ancien modèle, c'est-à-dire son épouse. Et petit à petit, il va vraiment la regarder, il va vraiment regarder Marianne. Et finalement, elle ne va plus être passive, mais elle va devenir un moteur de création. C'est-à-dire qu'à un moment, lui, il est à deux doigts d'arrêter. Et c'est elle qui le pousse à continuer et à aller jusqu'à la fin du tableau. Donc voilà, il y a cette dimension dans le film qui est assez, je pense, assez révélatrice de la place que pouvait accorder Jacques Rivette à une actrice. Et quand Claude Sauté la filme dans Un cœur en hiver, est-ce il filme Emmanuel Béard ou il filme, pardonnez-moi cette question provocatrice, quelque chose qui enfin quelque chose, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, j'en suis désolé. Il filme, un souvenir de certaines de ses actrices, dont notamment Romy Schneider. En gros, quand il a Emmanuel Béard devant sa caméra, c'est parce qu'il a besoin d'Emmanuel Béard. J'aurais tendance à penser plutôt la deuxième solution, la deuxième possibilité, c'est-à-dire qu'effectivement, il a besoin d'elle. Voilà, il faudra vraiment revoir tous les films que Claude Sautet a fait avec Romy Schneider, mais je pense que le personnage de Camille est quand même assez différent des autres personnages qu'a pu incarner Romy Schneider avant. Est-ce que Euh, oui, pardon, excusez-moi. oui, non, j'allais juste ajouter que effectivement, quand le film est sorti, Nelly et Monsieur Arnaud aussi, vu qu'en plus il a fait deux films coup sur coup avec Emmanuel Béard, il y avait beaucoup de gens qui considérait qu'elle pouvait être la nouvelle Romy Schneider dans la filmographie de Claude Sautet. Elle pouvait être effectivement une nouvelle actrice importante chez Claude Sautet, mais je pense que le lien entre Romy Schneider et Emmanuel Béard n'est peut-être pas si pertinent que ça en fait. Il y a peut-être des liens, Mmh. faudra vraiment revoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les films.
mais je pense que c'est quand même elle qui l'intéresse principalement. Est-ce que Emmanuelle Béard, donc, durant cette période-là, est considérée comme vous dites, une actrice d'auteur? Alors, pour avoir connu cette époque-là, au niveau de la réception et notamment de la réception de la presse, oui, effectivement, c'était vraiment sa période faste. Enfin, de Manon des Sources jusqu'au milieu des années 2000 et surtout les années 90. Pour elle, ça a été une période faste et elle a vraiment tourné avec de grands cinéastes, tout en restant une actrice populaire, c'est-à-dire que elle a quand même continué à faire de manière assez régulière des films grand public, parfois même tournés par de grands cinéastes aussi, c'est-à-dire que l'un n'est pas, enfin, ce ne sont pas deux choses incompatibles. Elle a eu fréquemment de beaux succès en termes d'entrée, et en même temps, c'est vrai qu'elle a tourné avec de grands cinéastes de manière assez suivie. Et le rapport à l'industrie, comment on pourrait définir ce rapport avec l'industrie du cinéma français? Bah, c'est curieux parce que, en fait, elle présente un cas, j'en parle un petit peu dans le livre aussi vers la fin. Elle a été une actrice très populaire dans le cinéma français. Et en même temps, arrivé aux C'est la années c'est la 2010. c'est la déstarisation, je crois, que vous évoquez, à mon avis. Je crois que c'est ça, Oui, non? c'est un journaliste de Libération qui avait dit ça, c'est-à-dire que à partir des années 2010, elle se tourne quand même vers le théâtre et en plus théâtre public subventionné. Mmh. Donc un théâtre où disons, le vedettariat n'existe pas, ou n'est pas censé exister et Mmh mh. et c'est vrai qu'elle était elle était vraiment un maillon important de l'industrie cinématographique française dans les années 90 et même 2000. Et Mmh. puis, tout d'un coup, elle a eu cette décision de carrière qui a fait qu'elle s'est tournée vers, bah, déjà vers le théâtre et en plus vers une logique, heu, du théâtre qui n'avait plus rien à voir avec, avec la «logique commerciale» entre guillemets du cinéma. Alors, dans le livre, vous accordez une place, très importante, centrale au film Une femme française. Mmh. Pourquoi le rôle de Jeanne, marquerait-il un tournant, important dans sa trajectoire? Hem, j'ai t Parce que c'est une femme libre et c'est une femme, et plus que libre, c'est une femme qui se libère. Et c'est quelque chose, pas seulement au niveau de la sexualité, mais vraiment à tous les Mmh. niveaux. Hem Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était vraiment, on peut vraiment envisager ce film comme un film charnière, en fait, dans sa carrière. C'est-à-dire que à partir d'une femme française, sa persona va, se sexualiser, c'est-à-dire que la sexualité va avoir très fréquemment un rôle important dans Mmh sa mh. filmographie, chose qui n'était pas le cas avant, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, elle pouvait être filmée comme un objet de désir, mais elle était surtout filmée comme un objet de désir à travers le regard problématique de certains personnages masculins. Et c'était pas des héroïnes qui étaient à la recherche du plaisir ou de la sexualité. Alors que à partir d'une femme française, vraiment, il y a une rencontre avec un personnage qui, apparemment, selon ce qu'elle dit dans les interviews, l'a véritablement bouleversée et qui va avoir des influences, des conséquences sur tous les films qui vont suivre. Lesquels, par exemple? Oh, je pense, Voleurs de vie, La répétition, Les égarés, Les témoins, enfin vraiment, Ça commence par la fin. Heu, Même au niveau de la maternité, Mmh. c'est vraiment un film où la maternité est une thématique importante
et qui revient ensuite par la suite, notamment dans Les Égarés, dans Vignane, enfin dans plein d'autres films. Il y a aussi il y a aussi ce personnage féminin assez autonome dans un épisode de l'histoire de France. Quand vous dites Les Égarés, c'est la Seconde Guerre mondiale, Les Témoins, c'est la France et le sida, une femme française. Est-ce que finalement, je ne sais pas si c'est délibéré chez Emmanuel Béard, mais c'est intéressant de relever ça, le fait que ce que vous dites, ce que vous évoquez, à savoir une figure un peu plus libre, il y a toujours ce parallèle avec des épisodes de l'histoire de France. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est délibéré, mais effectivement, on peut observer que finalement, elle a fait peu de films en costume, ou en tous les cas, de films historiques qui seraient plus anciens, d'une période historique plus ancienne que la fin du 19e siècle. En fait, en effet, quand on revoit ces films, on pourrait presque reconstituer une histoire des femmes françaises de la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est parce que dans le regard des cinéastes, elle n'incarnait pas quelque chose de très ancien, ou est-ce que c'est parce qu'elle a un intérêt particulier pour l'histoire des femmes et comment, encore une fois, les femmes se sont libérées au fil du temps et au fil du XXe siècle? Ça, ce serait une question intéressante à lui poser. Bah, regardez par exemple Les Destinées sentimentales d'Olivier Assayas. Ouais. Ça parle, et puis c'est un film qui a été fait, si j'ai encore bonne mémoire, vers la fin des années 90. Donc est-ce que ça clôture quelque chose? Est-ce qu'après le cinéma d'Emmanuel Béard va changer après ce film-là, si on devait peut-être prendre comme point d'ancrage un film comme ça? Bah après, vous avez aussi Les Égarés, vous avez Les Témoins aussi. Bon, c'est un passé Mmh. plus récent, mais c'est un passé quand même. Mais c'est intéressant, oui, bien Euh, sûr. donc, je pense que vraiment, enfin, je dirais plutôt que Les Destinées sentimentales est un film important qui se situe dans la continuité d'une femme française. Mmh. Parce que finalement, le film d'Assayas raconte un peu la même chose que le film de Régis Varnier, c'est-à-dire que c'est une femme qui va traverser plusieurs décennies, toujours en rapport avec son mari, et qui va essayer de trouver son épanouissement en tant que femme, malgré le fait d'être une épouse, malgré le fait d'avoir des enfants, malgré le fait de devoir subir aussi les soubresauts de l'histoire de France. Mmh. Il y a beaucoup de liens finalement entre les deux films. Que se passe-t-il ensuite, à partir des années 2000? Comment, à un moment, vous parlez, je crois, de disco aussi, donc sur la manière qu'on peut voir Béard jouer dans ce genre de film, détourner même son image un petit peu, et comment on pourrait définir les années 2000 dans la carrière d'Emmanuel Béard? Je pense que les années 2000 se situent de manière assez simple dans la continuité des années 90. Bon, déjà dans Mmh. les années 2000, elle continue à tourner avec des cinéastes importants. Elle tourne à nouveau avec ses trois piliers. Mmh. Bon, sauf Claude Sautet, puisque le dernier film, évidemment, il est de 95, mais elle tourne à nouveau avec Rivette et avec Téchiné. Elle tourne des films, je pense à La Répétition ou à Nathalie, euh, qui présentent une certaine logique ou en tous les cas une certaine cohérence par rapport aux autres personnages qu'elle a pu incarner depuis notamment Une femme française. Euh, je pense que comme je disais tout à l'heure, en fait, la césure ou en tous les cas le changement qu'on peut constater dans son parcours d'actrice, c'est vraiment à la fin des années 2000, quand tout d'un coup, elle se tourne vers le théâtre et où elle va moins tourner pour le cinéma. Et comment on peut expliquer ça, le fait qu'elle se retourne vers le théâtre de nouveau et de laisser de côté le cinéma? Est-ce Alors, que Oui, je vous en prie, excusez-moi. je peux citer ce qu'elle a dit dans une interview. Elle a dit qu'en fait,
les cinéastes étaient restés, enfin, avaient conservé d'elle une image un peu figée d'elle par rapport au passé, et que donc l'actrice qu'elle était dans le présent ne correspondait plus forcément à ce que les cinéastes avaient envie de filmer. Bon voilà, c'est ce qu'elle dit. Et puis après, je pense aussi que peut-être tout simplement le cinéma français a évolué, a changé, ou voilà. Disons, le star system, alors j'utilise le mot avec beaucoup de guillemets, mais peut-être que le star system français aussi a connu Oui. des changements significatifs à ce moment-là. Et, il y a donc, et ce que vous évoquez aussi, c'est la collaboration très importante avec Stanislas Nordet, pour le coup. Oui, en tous les cas, c'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire que là où elle n'avait plus vraiment de grandes rencontres au cinéma, tout d'un coup, elle a eu une rencontre au théâtre qu'elle situe sur le même plan que celle de Claude Sautet au cinéma. Est-ce que le jeu d'Emmanuel Béard au théâtre pendant cette période-là, ce rapport au jeu qu'elle entretient par le prisme du théâtre, est-ce qu'on pourrait le mettre sur le même niveau, ce même rapport qu'elle avait dans les années 90? Euh, Ce qui est curieux, c'est que c'est une actrice qui, quasiment dès le départ, enfin dès le début de sa carrière, elle a veillé à toujours alterner entre théâtre et cinéma. Sa première pièce date de 86, c'est-à-dire la même année de la sortie de Manon des Sources. Et de manière Mmh. assez régulière, elle a continué à travailler au théâtre parallèlement au cinéma. Jusqu'en 96 où elle a joué avec le feu de Strindberg dans une mise en scène de Luc Bondy, et où elle explique sans véritablement expliquer clairement ce qui s'est passé, mais en tous les cas où elle dit que elle a ressenti un rejet du théâtre qui a fait que pendant 14 ans, elle n'a plus fait que du cinéma. Mais je ne pense pas véritablement qu'il y ait, en tous les cas, un nouveau jeu de sa part dans les années 2010. Alors, vu qu'elle a travaillé dans la majorité des cas avec Stanislas Nordet impose. En tous les cas, quand on voit les comédiens dans les pièces de Stanislas Nordet, on retrouve un phrasé, une attitude, une posture qui est assez commune à tous les comédiens. C'est-à-dire que je pense, et c'est une chose qu'elle dit aussi dans les interviews, c'est un metteur en scène qui est qui impose quand même un cadre assez strict, assez précis. Et d'ailleurs, ça pourrait justifier de manière assez pertinente la comparaison qu'elle fait avec Claude Sautet. Donc effectivement, son jeu n'est pas exactement le même, mais je ne sais pas si son rapport au théâtre a changé par rapport au rapport qu'elle pouvait avoir avec le Oui. théâtre au début de sa carrière. On pourrait dire une espèce de réinvention comme ça des années 90? Oui, peut-être, peut-être, peut-être. Mais Et avec cette comment vous... différence que dans les années 90, en fait, à part Bernard Murat au tout début de sa carrière, après, elle a joué sous la direction de metteurs en scène toujours différents. C'est-à-dire que elle fait Le Misanthrope avec Jacques Weber, elle fait On ne badine pas avec l'amour avec Jean-Pierre Vincent, donc Jouer avec le feu avec Luc Bondy, et, et elle n'a pas véritablement de collaboration soutenue avec un metteur en scène dans les années 90. Chose qui change ensuite
dans les années 2010, où là, elle va travailler essentiellement avec Stanislas Nordet et également avec Pascal Rambert. Comment vous pouvez maintenant aujourd'hui expliquer une présence très discrète dans le cinéma français? Alors, vous parlez de L'étreinte, qui est, selon vous, si je ne me trompe pas, qui est une espèce de renouveau assez important. Il y a même aussi Les Passagers de la nuit, même si c'est une apparition, on va dire, plutôt furtive. Mais comment Mm. vous pouvez expliquer qu'il y a une forme de discrétion dans le cinéma français d'aujourd'hui? Bah là, elle a 2 films en préparation. Oui. Donc peut-être que L'étreinte a ouvert quelque chose. Mais voilà, encore une fois, en même temps, elle est restée absente, non, parce que même quand elle faisait du théâtre dans les années 2010, elle a quand même sorti quelques films, mais ce ne sont pas des films qui ont eu la répercussion qu'ont pu avoir ces films dans les années 90 ou 2000. Et donc, du coup, aux yeux de nombreux spectateurs, elle a été absente quand même une bonne dizaine d'années. Donc ça, forcément, je pense que ça a des conséquences par la suite dans la poursuite d'une carrière. Donc je pense qu'il va falloir que les cinéastes et les spectateurs redécouvrent Emmanuel Béard et pas en revoyant ses films, parce que je pense que ces films ne sont pas forcément oubliés, mais en tous les cas en considérant et acceptant l'Emmanuel Béard d'aujourd'hui, si vous voulez. Mais quel serait alors à ce moment-là, si on devait faire une espèce, comme ce que vous faites d'ailleurs, hein, travailler sur la carrière de cette actrice, c'est de comprendre la spécificité de sa persona, comparée par exemple à d'autres actrices comme Isabelle Adjani, voilà, vous avez écrit un livre sur Isabelle, ou alors Catherine Deneuve ou Isabelle Huppert. Ce serait quoi la spécificité d'Emmanuel Béard, de sa persona, de la persona d'Emmanuel Béard? Là, j'aurais presque envie de vous dire qu'il faut lire le livre, parce que Mais là, c'est il pour ça faudrait en gros résumer que- non, le livre en si je quelques, vous parle, en quelques mots. si je vous pose la question, c'est que vous en parlez dans le livre, c'est pour ça. C'est- Oui, Donc, oui. Bah, je pense que, bon, déjà, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on pourrait presque retracer une histoire de l'histoire des femmes, en fait, des femmes françaises, de la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui. Et puis, bah, ce qui est intéressant, en fait, ce qui peut être une spécificité qui n'est pas unique, mais qui n'est pas non plus commune à tous les acteurs ou actrices, c'est le fait que justement, sa persona est assez reconnaissable. Euh, et ce qui n'est pas forcément euh, avec toutes les caractéristiques que vous avez notamment évoquées tout à l'heure, mais ce qui n'est pas forcément acquis pour une actrice qui a travaillé avec des cinéastes très différents, dans des économies cinématographiques très différentes, c'est-à-dire qu'elle a fait des films grand public, et bon, vous avez parlé de Disco tout à l'heure, de la même façon qu'elle a tourné aussi avec des cinéastes vraiment identifiés comme ces cinéastes auteurs, etc. Donc, c'est quand même compliqué pour un acteur de faire exister une persona euh, au fil de tant de films qui peuvent être souvent différents de manière assez radicale. je rappelle le livre Emmanuel Béard, une actrice française, édité chez Leitmotiv. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Je voudrais vous poser une dernière question. Hum Il était, quand vous écrivez ce livre, euh, l'objectif de réhabiliter une actrice n'est pas d'actualité vous concernant. Oh, je pense qu'elle n'a pas besoin d'être Mm. réhabilitée. Euh, C'était surtout, comment dire,
essayer de comprendre comment un acteur ou une actrice se construit dans le temps. Comment émerge la persona d'un acteur, quelles sont les stratégies artistiques qui sont actives dans les choix et dans l'évolution d'une carrière. Ça, je pense que c'est ça qui m'intéressait plus que l'idée de réhabiliter Emmanuelle Béard. C'est sûr qu'aujourd'hui, elle n'a plus la popularité qu'elle a eue au début de sa carrière, mais malgré tout, comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, elle a tourné de grands films. Ces films-là vont rester, et donc d'une certaine façon, elle aussi, elle va rester, même si peut-être que les spectateurs, les jeunes spectateurs de 2025 ne savent pas forcément qu'elle a eu cette importance-là médiatique par le passé. Mais en tous les cas, toute personne s'intéressant au cinéma et aimant les bons films, forcément, la verra à un moment ou à un autre. Le livre à lire, donc Emmanuelle Béard, une actrice française, édité chez Leitmotiv. L'auteur Arnaud Duprat était là pour nous en parler et toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Merci beaucoup Arnaud en tout cas d'avoir pris le temps de Merci à vous. répondre à toutes les questions. Merci à vous. Générique. Merci à vous. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.